Et ce qui fait que j'allais dans les batteries, etc. Alors, les batteries étaient dispersées dans toute la Grande Kabylie, même dans le massif du Djurdjura, ou sur le littoral, à Délice. Et donc, je pouvais, si vous voulez, mieux prendre la température de la rébellion, comment s'organisait et s'activait la rébellion. Mais elle était bien structurée, la rébellion. Parce que, bon, je disais, elle faisait de l'attentisme, évidemment qu'elle faisait de l'attentisme. Elle faisait de l'attentisme en métropole, pas tout de suite. Mais Guy Mollet, n'ayant pas, bon, il a voulu ça, on a voulu ça, on était tous en Algérie, bon, restaient les effectifs des services en métropole, alors donc on y a tous eu droit. Alors je suis resté jusqu'à ma libération, c'est-à-dire en fin mai 56. Bon, disons que jusqu'ici, il y avait quand même je dis de l'attentisme, des attentats. Il y a eu, bon, Palestro n'était pas loin, elle est arrivée. Il y avait des assassinats, il y avait, mais surtout dans les grands centres, à Alger, à Oran et à Constantine. Dans le bled, moins, beaucoup moins dans le bled, mais enfin, quand même, ils étaient présents, on le savait. La nuit, on les pourchassait sur les pitons, etc. Bon, et puis on interrogeait les habitants. Alors, on les interrogeait les habitants. Vous savez qu'au départ, moi, en 1954, 55, 56, bon, on pressait les habitants quand on faisait des patrouilles bon, où sont les hommes ne sont pas là, où ils sont patati patala. Mais enfin, il n'y avait pas encore de torture. Vous savez que ça existait. Bon, il y avait pas, on n'était pas encore là. On n'en était pas encore là. Mais, si vous voulez que... Moi, j'ai compris tout de suite, et bon, même toutes les conversations que j'ai pu avoir avec mes camarades, même avec les officiers, hein, bon, tous les gens qui étaient clairvoyants savaient très bien que la répression, c'était pas une réponse à la solution. Il fallait traiter avec. Alors, traiter avec, c'était pas simple non plus, parce qu'il y avait plusieurs mouvements dans la rébellion active, il y avait plusieurs mouvements. Et il y avait des mouvements qui agissaient surtout en métropole, auprès de leurs compatriotes algériens, hein, qui devaient donner la dîme, donc ils devaient donner l'argent pour pouvoir financer tout ça. Et puis, disons que les chefs de la rébellion se promenaient dans les pays frères, dans les pays arabes, pour monter l'opinion contre la France, qui n'avait pas besoin de ça d'ailleurs, voilà, pour monter l'opinion contre la France, et évidemment, et recueillir des subsides. Alors c'est ainsi que, par exemple, la Libye, l'Égypte, surtout l'Égypte, Gamal Abdel Nasser, transitait des armements, aidait les rebelles algériens en envoyant de l'armement, qui transitait par la Tunisie. Et on a tout de suite trouvé la solution. On a fait un mur hermétique, une barrière, entre la ligne Maurice, on appelait ça du nom d'André Maurice, le ministre de la Défense, entre l'Algérie et la France, qui était vraiment verrouillée jusqu'aux confins du Sahara. Hein. Et de l'autre côté, avec le Maroc, pareil, à empêcher les infiltrations d'armement. Voilà. Alors, disons que évidemment, il y a eu après, on a arrêté des tas de gens, mais on n'a pas réussi en 56-57 à noyauter l'opposition qui devenait de plus en plus libre. Et alors, il faudra tenir compte d'un autre facteur aussi, en dehors de l'opinion nationale, mais l'opinion internationale. Alors, la pression de l'opinion internationale. Alors, la mode était tout à fait l'anticolonialisme, et nos amis américains et nos excellents amis britanniques également tapaient la France de trouver une solution harmonieuse. Alors, et on ne s'en privait pas, donc on taclait la France, et loin de trouver une solution. Comme je dis, je répète, la solution, elle n'était pas à trouver dans la répression. Hein. Bon, on n'en tiendra pas compte. Le gouvernement de Guy Mollet
va s'écrouler. Bon, on reviendra à un autre gouvernement qui va non seulement qui va empirer les choses, non, mais empirer les choses. Bon, disons qu'il faudra attendre vraiment le retour aux affaires du général de Gaulle et encore avant pour vous savez que il va y avoir une rébellion. Et puis en France, alors l'opinion aussi en France se soulevait contre ça. Alors on voulait absolument garder l'Algérie à la France. Et le général de Gaulle a été rappelé au pouvoir exactement pour ça, pour trouver une solution pour conserver au sein de l'Empire français l'Algérie, comme elle était dans ses structures départementales. C'est pour ça que j'insiste toujours là-dessus. Et bon, disons qu'il y a eu pour faire très vite, il y a eu sur le terrain un résultat, et le résultat, ça a été quand même qu'on a réussi quand même à pacifier, c'est-à-dire, je veux dire par là, neutraliser, et encore c'est un bien grand mot, peut-être pas neutraliser, mais on a réussi à pacifier le territoire. Bon, comme les frontières étaient bien verrouillées par la mer, par la droite, la gauche et par le Sahara en bas, il n'y avait plus de fourniture d'armement. Donc la rébellion menaçait de s'épuiser, parce que si elle n'était pas repourvue en armement, etc. Et donc le général Chasles, par exemple, qui applique son fameux plan, le plan Chasles, avait réussi un résultat sur le terrain à pacifier l'Algérie. Mais l'opinion, la pression de l'opinion nationale et internationale était telle qu'on parlait, et le général de Gaulle va le premier en fin 60, il est remis au pouvoir en juin 58. En juin 58, il va aller tout de suite, je déporte là, mais en juin 58, il va aller tout de suite en Algérie. Et au forum d'Alger, quand il va dire « je vous ai compris, je sais ce qui s'est passé, etc. » Mais le lendemain, il réunira les états-majors à Mostaganem et il dira ce qu'on lui reprochera évidemment, il n'y a que l'Algérie, c'est l'Algérie française. Bon, bien en général, mais disons que moins de 2 ans après, il va proclamer, il en parlait déjà, ce qu'on appelle l'autodétermination. Alors ça c'est capital, parce que ça veut dire dans l'esprit du général qu'il faudra consulter l'ensemble des populations algériennes, pas seulement de souche européenne, donc l'indigénat, sur le sort qu'ils veulent connaître, le destin qui sera le leur. Alors, l'autodétermination, ça va s'ancrer dans les esprits, et évidemment, De Gaulle sera victime de ce qu'il a dit. Donc, il fera un référendum. Et le référendum sera tel que par ici en métropole, 75% des votants, des suffrages exprimés, sont portés pour que l'Algérie s'autodétermine par elle-même. Alors évidemment, quand ça a été lâché, on a tout de suite dit, mais De Gaulle, il est en train de virer sa cutie, enfin il est en train de brader l'Algérie, et l'attentisme, alors tout ce coup-là, il va passer de l'autre côté. C'est-à-dire que les partisans de l'Algérie française vont s'organiser en OAS, Organisation de l'armée secrète. Vous avez entendu parler de loi. Alors, c'est eux qui vont faire l'attentisme en métropole, ici à Paris. Des magasins qui ont sauté. Bon, et là-bas, contre les populations. Bon, et le climat va être à ce point délétère que De Gaulle va être obligé de presser les événements. Alors, presser les événements, bon, ça veut dire qu'il va réunir clandestinement avec les chefs de l'opposition, et surtout en particulier Ben Bella, qui était le leader du FLN. Il y avait eu des tractations en Suisse, il y avait eu des bon, là, ça se passera chez nous à Vion-les-Bains, où on va essayer de trouver un accord pour que les deux parties y trouvent leur satisfaction. Bon, l'accord, de toute façon, les accords d'Évian sont très mal respectés, sinon il y aura un cessez-le-feu
Les accords d'Évian sont signés le 18 mars, pour le lendemain à midi, le 19 mars 1962, qui sera à la fin de la guerre d'Algérie, parce qu'il faut que ça prenne fin, donc ce sera la fin de la guerre d'Algérie. Alors, bon, les événements s'arrêtent là, mais les manifestations, les massacres, et nous vont encore continuer jusqu'à après même la date de l'indépendance, le 3 juillet 62, jusque toute l'année 62.